ça fait quoi? C'était mercredi. Et donc, voilà, on va pouvoir en parler, faire nos petits pronos pour la saison, bref, encore une fois, pour essayer de voir, de voir l'avenir et de faire quelques moments marrants pour la prochaine saison. Enfin, bref, comme d'habitude. Et pour ça, avec moi aujourd'hui, David. Bonjour David, comment ça va? Salut Ruben, salut Greg, heureux de vous retrouver. Exactement, nous aussi, tous nous aussi. Et puis Greg est présent. Bonjour Greg, comment ça va? Salut David, salut Ruben. Écoutez, ça va, toujours aussi présent, donc voilà, Bah, pour parler un peu d'actu tout, sportive. tout à fait, tout à fait. Enfin, il y a pas mal de choses dont on va parler, dont un peu de Ligue 1 aussi, évidemment. Mais bon, on va commencer avec les tops et les flops, comme d'habitude. Et moi, je vais donner la parole à David pour commencer. David, c'est quoi ton top aujourd'hui? On va commencer par les tops, tiens. Mon top, je vais verser dans l'immense banalité, mais c'est revenir une dernière fois, parce qu'après on va basculer dans la nouvelle semaine, de revenir une dernière fois sur la perf du PSG de la semaine. Le petit 7-2 en terre allemande, qui a fait plaisir à tout le monde. Alors, ce que je salue, c'est plus la forme que le fond, c'est-à-dire la manière avec laquelle le PSG est allé marcher sur les Leverkusen, qui est plus que rassurante, quoi. C'est-à-dire que là, on a vraiment un contraste saisissant avec le PSG de la saison dernière, qui a eu un mal fou en début de saison et qui est monté en puissance, qui a trouvé son jeu en milieu de saison et qui a ensuite déroulé jusqu'au titre suprême. Là, on a un PSG qui est sûr de son fait et qui domine la saison de la tête et des épaules et qui panique pas quand il prend un but, qui applique ses principes de jeu et qui marche sur l'adversaire et qui est devenu la meilleure équipe d'Europe. Mais voilà, fallait le confirmer, ça, que le PSG était la meilleure équipe d'Europe la saison dernière, c'est incontestable. Ça a été validé par tous les ballons d'or possibles. Mais que ça reste une machine de guerre l'année de la confirmation, l'année d'après, ça s'était pas gagné d'avance et c'est en train d'être le cas. Tout à fait, tu as bien raison. C'est qu'on on avait un tout petit peu parlé au moment de faire nos pronos pour ce match, mais c'est vrai qu'on a vraiment de plus en plus la sensation que quand Luis Enrique dit la Ligue des Champions, c'est notre compétition, en fait, ouais, il a pas tort. On le voit très bien, donc non, donc ça fait, ouais, c'est clair que c'est chouette et que ça procure de très bonnes choses, hein, évidemment. Le PSG, on le voit aller très très loin encore cette année. On aura le temps évidemment de voir ça venir. Greg, ton top aujourd'hui? Moi, mon top, tu vas être content parce que ça va concerner un petit Portugais. Alors, je pense pas qu'on en parlera beaucoup, donc c'est bien, à moins que. C'est Afonso Moreira, donc le jeune Lyonnais, donc qui est arrivé donc cet été du Sporting et qui a fait une semaine de rêve tout simplement, buteur face au FC Bâle, donc avec l'Olympique Lyonnais en Ligue Europa jeudi. Et puis buteur hier, quel but! Moi j'étais au stade, j'étais en plus juste derrière le but. Donc incroyable, super frappe. Il a fait du Moreira parce que on voit bien qu'il fait toujours la même chose pour l'instant. Mais en tout cas, voilà, il repique pied droit et la frappe est exceptionnelle et il donne la victoire à l'OL face à un RC Strasbourg vraiment de grande qualité. Donc voilà, donc pour moi, il mérite d'être dans les tops. Bon, c'est parce que je suis lyonnais aussi, hein, mais au-delà de ça, il fait vraiment il fait une super semaine. Et malheureusement, vu que l'OL a perdu Malik Fofana pour plusieurs mois, le verdict est tombé il y a genre 10 minutes, 20 minutes, 10-20 minutes. C'est une grosse entorse de la cheville et ça nécessite malheureusement une opération. Et pourquoi pas. Alors remplacer Malik Fofana, c'est un peu compliqué, je pense. C'est lui mettre beaucoup de responsabilités. Mais pourquoi pas le suppléer de la meilleure façon possible. Et en tout cas, il est en confiance. Tout à fait, exactement. Pour Malik Fofana, alors, du coup, c'est vrai que j'ai vu qu'il s'était blessé, qu'il était sorti sur civière, etc. Est-ce que ça veut dire que ça peut vouloir dire qu'en fait, cet hiver, normalement, il devrait forcément rester? C'est rare que tu prennes un joueur qui revient de blessure. Il devrait Oui, rester, je Malik pense qu'il Fofana. va rester, ouais, parce que plusieurs mois, ça ne veut pas dire 2, ça ne veut pas dire 3. Moi, je pense qu'on est plus sur 4-5 mois, hein, sincèrement. Enfin, je ne suis pas médecin, hein. Mais vu la cheville, comme elle a tourné, bon, il n'y a pas de fracture, merci.
Mais au-delà de ça, oui, à mon avis, Ok. oui, il va rester. Du moins, sa valeur, elle va chuter, elle va être en chute libre, ce qui est normal. C'est Comme ça. Nuama, par exemple. Mhm. Donc, ouais, je pense qu'il sera là jusqu'à la fin de la saison, oui. Ok, très bien. Et pour Afonso Moreira, bah, c'est la preuve que tu peux bien recruter pour Bachar, parce il a coûté quoi? 2 millions, 2 millions Ouais, 5? ouais, à peine 2 millions, ouais. Donc voilà. Donc, il y a encore des très belles affaires à aller faire, évidemment, même à des clubs portugais qui performent, puisque le Sporting, bah, c'est champion en titre. Et même comme ça, il y a moyen d'aller chercher des joueurs comme ça pas cher. Ok, très bien. Alors, mon top. Ah, quelqu'un voulait rajouter quelque chose? Non? Ok. On est bon. Autant pour moi. Non, mon top, alors j'avais écrit une petite, ouais, petite chronique rapide sur Mjällby. On en avait parlé la semaine Ah dernière. oui, belle histoire. Une très belle histoire du club suédois. Champion. Bon, je vais vous la lire rapidement, hein, mais j'espère que ça va pas être trop long. Ça devrait aller. Non, en gros, voilà, évidemment, sur la côte, sur la côte suédoise, un ruban de terre versé par la Baltique, par la mer Baltique, donc, euh, où les filets de pêche sèchent encore sur les murs. Un lieu qui s'appelle Alvik. 900 habitants, un camping, un port, un stade, brinque-ballant, et désormais un petit miracle. Donc, parce que le lundi, enfin, c'était il y a une semaine pile, c'était juste avant, enfin, on a fait l'émission juste avant et le match était le soir même. Mais en gros, voilà, le lundi 20 octobre, Mjällby Haif est devenu champion suédois, tout simplement. Champion devant Malmö, Gothenburg, Hammarby, bref, toutes les grandes capitales du football nordique. En fait, c'est l'histoire d'un exploit, évidemment, qu'on racontera longtemps. En fait, bon, voilà, pour essayer de faire un peu court, en gros, ils étaient perdus, enfin perdus, oui, ils étaient promis à la D4 il y a quelques années, avant qu'un homme, Magnus Emmaus, industriel local, décide de remettre de l'ordre dans tout ça. C'est lui qui a repris l'équipe, qui a repris le club, etc. Et 10 ans plus tard, ben voilà, ils sont champions. Enfin bref, c'est monstrueux. On en a parlé la semaine dernière, mais donc c'est 900 habitants dans la ville. Le stade en fait 7000. Évidemment, du coup, ça fait un peu penser en France à Guingamp. Je crois que la ville fait 7000 habitants, un truc comme ça. Je crois qu'on a eu ça la semaine dernière. Et le stade, est, comme on le sait, est bien plus gros. Donc voilà, avec des proportions encore différentes. Donc ça, à 900 habitants, voilà, c'est tout simplement la plus petite ville européenne où il y a un champion national. Je sais pas si c'est très français ce que j'ai dit, mais bref, j'espère que vous m'avez compris. Et donc voilà, leur gardien l'année dernière avait été, enfin cet été, Noël Tornvik, Visk, pardon, avait été dans le radar de Brest. Bref, c'est pour les gens qu'on pourrait connaître et qu'on pourrait peut-être revoir en fonction du mercato. Donc voilà. Ce qui est aussi fou et à noter, c'est que maintenant c'est l'Europe qui les attend, la Ligue des Champions, donc puisqu'ils vont jouer les prééliminatoires de la prochaine Ligue des Champions. Le stade n'est pas homologué. Leur stade, il est pas homologué par l'UEFA. Ils auront sans doute joué ailleurs. On verra bien, mais voilà, ils joueront les qualifications pour la Ligue des Champions. Bref, une petite ville de 900 habitants. Enfin, c'est monstre. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est incroyable. Donc, bref, bravo. Bravo. Donc voilà pour cette petite belle histoire. On en avait un petit peu la semaine dernière, mais j'en attendais que ce soit officiel, entre guillemets. Et s'ils sont qualifiés, ils ont un stade pas trop loin qui est homologué UEFA, s'ils sont qualifiés en Ligue des Champions. Je sais plus. Alors, Ah, comment? ils iront à Stockholm, je pense, ou à Göteborg. Voilà, c'est Je ça. crois Je que pense que ça va être. c'est pas vers Göteborg, non? Comment? C'est vers. Je sais plus où c'est placé. C'est placé au sud-ouest, vraiment sud-ouest. C'est vraiment la mer Baltique. Le stade, il est à 100 mètres de la mer Baltique, donc c'est vraiment au sud-ouest. Sud-est, pardon, sud-est de la. Ok. Mjällby, c'est ça? Non, c'est Mjällby. Non, c'est la ville qui s'appelle Alvik. C'est le club qui s'appelle Mjällby, ouais. Mais la ville, c'est Ah, c'est Alvik. Alvik, ouais. Alvik. Alvik. Oh, ça doit pas. Ils iront à Stockholm, je pense. Oui, il y a moyen, oui, je pense. Je crois que c'est. Solveigborg, c'est ça?
C'est pas loin, c'est à Alvik, c'est juste en dessous, mais oui, c'est vers là-bas, quoi. C'est vraiment dans le sud-est, ouais, la petite, le petit morceau de terre qui les relie vraiment juste à. Donc ouais, c'est pas à côté quand même de Gothenburg. Limite, c'est même plus près de Copenhague, tu vois, de Malmö, Copenhague, c'est vraiment à quelques mètres, enfin à quelques mètres, alors Copenhague évidemment c'est au Danemark, mais c'est vraiment pas loin de là-bas. Bon, bref, à voir. Je sais pas, j'ai pas lu où est-ce qu'ils iraient jouer. Je suis pas sûr que ce soit même décidé, mais Ce serait Malmö, moi, je la pense plus pas que grande c'est- ville du pays, pas loin. C'est ça, ouais, Malmö. Ouais, c'est ça, c'est Malmö. Donc Le voilà, stade de donc à voir. Malmö, il doit Mais bon, Copenhague, c'est au Danemark, donc ça obligerait d'aller jouer au Danemark, ça m'étonnerait quand même. oui, voilà, c'est ça, c'est pour ça. C'est ce que je disais. C'est juste que c'est le truc le plus proche, mais ça m'étonnerait qu'ils aillent jouer au Danemark pour la Suède. Non, mais c'est on pas sait loin de jamais. Stockholm, de ce que je vois. Malmö, ouais. Ouais, bon. Ils trouveront à Non, Stockholm. justement, c'est loin de Stockholm et de Göteborg. Donc, non, ce serait plutôt Malmö, la ville la plus proche. Mais bon, est-ce qu'il y a un stade homologué UEFA à Malmö? Ça reste à vérifier, ça aussi. Si, Malmö, Bah, c'est. si. Ouais, Malmö, ils ont leur stade. il joue, ouais. Malmö, il joue la Ligue Europa, etc. Donc, non, si, ouais, voilà, ça va être ça. Bref, en tout cas, c'était juste pour retracer un peu l'exploit de cette petite ville de 900 habitants. Enfin, c'est incroyable. Bravo. C'est incroyable, donc voilà. Ok, bah écoutez, on peut passer au flop maintenant. Je reprends la boucle, David. C'est quoi ton flop aujourd'hui? Tu nous as sélectionné quoi? Mon flop, c'est les. Alors, je l'adresse en fait aux analystes sportifs dont nous faisons partie, qui ont porté au pinacle Marseille, qui était passé très provisoirement en tête de la Ligue 1 la semaine dernière, avec une absence totale de recul et d'objectivité et de calme dans l'analyse, parce que clairement, cette équipe-là de Marseille, on n'arrête pas de la critiquer depuis des mois et des mois et des mois. Elle est passée en tête à la faveur d'une série de victoires et un match nul concédé par le PSG. Et puis la belle ambiance est retombée en 2 secondes, puisque donc Marseille a perdu coup sur coup contre le Sporting alors qu'elle menait 1-0 et contre Lens alors qu'elle menait 1-0 aussi. Donc là, mon flop, c'est plutôt tout simplement le fait de pas s'emballer, enfin le fait que certains analystes se sont emballés comme toujours dans le domaine du football. Tu gagnes 3 matchs et tout le monde te voit champion. Je pense qu'il faut juste se calmer et regarder la qualité du jeu d'une équipe pour la juger plutôt que les résultats à très court terme. Voilà, c'était un peu le pendant de mon flop. Mon top avec le PSG, c'est le flop de la suranalyse du potentiel de Marseille qui va tenter de jouer le titre. Bien sûr, mathématiquement, ça reste complètement jouable, mais au niveau du jeu, il y a quand même il y a quand même des failles monumentales pour l'instant dans le jeu de Marseille pour espérer le très très haut niveau européen, je pense. Et je pense qu'il est difficile de ne pas avoir cette analyse-là. Et ceux qui t'expliquent, on peut reprendre les déclarations. Il y a 10 jours, hein, tu as 50 000 déclarations pour dire Marseille joue le titre, Marseille, cette fois c'est parti, grosse équipe, etc. Bon, C'est comme souvent, ouais. C'est dès que comme souvent, ça comme tout le enchaîne un temps. peu, ouais, c'est clair. Mais ouais, non, on comprend. C'est vrai que cette défaite en Ligue des Champions, en plus, ça a été tellement évitable. Lens aussi, en fait. C'est vrai que c'est autant un peu dans tes travers de perdre des points, un peu comme l'année dernière quand tu perds des points contre Auxerre et tout, un peu bêtement. C'est un mélange d'expérience, de petites erreurs tactiques, techniques. Ouais, c'est ce qui fait la différence entre une machine de guerre et une équipe qui piétine et qui se cherche encore, quoi. Voilà. Les grands joueurs, ils sont déjà dans l'effectif. Ça, il n'y a pas de doute. Hein. Paichao qui s'est réveillé, Aubameyang qui est là, Greenwood. Il y a des super joueurs, mais c'est pas encore une équipe. Voilà. Ça viendra peut-être au fil de la saison, mais c'est pas encore le cas. Exactement. En tout cas, ouais, évidemment, on continuera dessus. Ils restent bien positionnés en Ligue des Champions. Bah, ils ont 3 points en 3 matchs. Bref, à voir. Ils ont déjà joué le Real Madrid, donc bref, à voir. Mais bon. Et en Ligue 1, bon, évidemment, ils sont pas Non, distancés. mathématiquement, il n'y a aucun problème, mais dans le jeu, il va Oui, falloir bien sûr. faire beaucoup mieux. Quoi. Pour l'instant, c'est pas très impressionnant dans le jeu. Quoi. C'est ça. Ça, je comprends tout à fait. Ok, très bien. Greg, tu nous as sélectionné quoi comme flop aujourd'hui?
Je vais en parler rapidement parce que je pense qu'on va en parler, mais c'est l'attitude en fait des joueurs. Alors je dis des joueurs hein, pendant Classico, donc je pointe du doigt en priorité Vinicius et Yamal, qui ont une attitude vraiment déplorable. Alors certes c'est un Classico, certes donc Classico remporté par le Real, hein, on le rappelle à la maison, 2-1. C'est ça, deux. Donc certes c'est un Classico, donc forcément il y a du chambrage. Mais au bout d'un moment, c'est ridicule. Vinicius, je suis désolé, mais au bout d'un moment, moi, ce gars-là, je pense qu'il est. En fait, tu peux plus le récupérer, quoi. En fait, je pense qu'il est bête de base. Sincèrement, je suis désolé de le dire. Mais je pense que c'est un crétin de base, on va pas se mentir. Yamal, Tout à fait. c'est un sale gosse pour l'instant. L'attitude qu'il a sur les réseaux. Enfin bref, il fait tout pour pas briser sa carrière parce qu'il a un talent, il fera toujours une carrière. Mais en tout cas, il fait tout pour ne pas faire la carrière dont tout le monde lui prodigue. Donc c'est dommage. Donc il faudrait qu'il grandisse. Il faudrait peut-être, je pense, qu'il change aussi son entourage. Parce que je pense que son père, sa famille, malheureusement, c'est plus malsain qu'autre chose aujourd'hui. Et si je ne les connais pas personnellement, mais de ce qu'on voit, enfin voilà. Et puis voilà, puis peut-être au Barça, il faudrait aussi qu'il lui fasse, je ne sais pas comment ça se passe dans les vestiaires, mais il faudrait aussi que des joueurs d'expérience lui fassent dégonfler un peu son melon, quoi, je sais pas, des Lewandowski, des mecs comme ça. Parce que voilà, quoi, c'est hallucinant. Il est en train vraiment de mal tourner, entre guillemets. Et c'est dommage, voilà. Mais l'attitude, voilà, limite, j'ai entendu qu'il a demandé à tout le monde d'aller dans le d'aller à la sortie du match, d'aller se battre et tout. Enfin bref, ils sont ridicules les deux. Et je mets pas plus Yamal que Vinicius, hein. Mais bon, Vinicius, c'est un peu plus, un peu plus d'expérience. Voilà. Yamal, il est plus jeune, c'est un sale gosse, bon, voilà. Mais au-delà de ça, voilà, c'est vraiment dommage de ternir ça. Et Yamal, au bout d'un moment, il faut qu'il se remette en question parce que face au PSG, il vient, il dit ouais, nanana, machin. Ils se font juste humilier, hein. Il ne voit pas le jour. Il fait une roulette dans le match, sinon le reste, il se fait éteindre par Nuno Mendes, comme lors de la Ligue des Nations. Donc, un match où donc tu n'es pas là, tu n'es pas présent, un gros match. Et puis là, le Classico, pareil, il n'existe pas. Donc, un autre gros match où tu n'es pas présent. Et quand tu veux être un grand joueur, quand tu veux gagner des titres, c'est bien de marquer, comme Mbappé a fait l'an dernier, par exemple 40, 50 buts contre des équipes moyennes du championnat ou voilà, des équipes en Ligue des Champions comme le Slavia Prague, tout ça. Mais malheureusement, ce qu'on te demande et ce qu'on attend le plus, c'est tout simplement que tu sois décisif sur les gros matchs, notamment ce qu'il n'a pas été face à l'Inter, hein, même s'il touche le poteau en demi-finale. Donc voilà, donc un conseil, ils ne m'écouteront pas, hein, forcément, il n'y a pas de souci, mais un conseil que Vinicius, sincèrement, je pense que c'est fini, mais où il évoluera peut-être à 30 ans, j'en sais rien, mais il y a mal qui se remettent vraiment dans le foot. Je suis d'accord avec moi-même qu'on sépare un peu les deux. On va pas plus, en gros, on va prendre là 10 minutes, 5 bonnes minutes pour Après, parler je peux aussi dire rapidement, lui, on le connaît, hein. Alors après, c'est comme ça, c'est son caractère. Mais Carvaral, c'est pareil, hein, ça ne vaut pas mieux toujours enfin, voilà. Ouais, Contre Marseille, c'était, on s'en souvient. Là, c'est pareil, il n'est pas plus intelligent que Yamal ou Vinicius. Mais au-delà de ça, moi, je parle des deux parce que les deux, ou surtout Yamal, a une carrière à faire. Carvaral, sa carrière est derrière lui, il a une carrière exceptionnelle, hein. Mais et voilà. puis il faut pas oublier que ça reste un classico, ça reste un truc un peu spécial. Alors je suis d'accord sur les il y a des attitudes que tu dois pas avoir et tout ça, mais ça reste quand même il y a une ambiance spéciale et une atmosphère particulière qui entoure à chaque fois un classico, donc c'est normal qu'il y ait un peu Oui, plus mais de bon, de là à dire on va se battre et tout. Non, mais c'est c'est pour ça, c'est ce que je te dis, et je comprends que les deux, voilà, qu'on n'ait pas aimé le truc, comment dire, les réactions des deux, que ce soit avant le match, pendant, machin. D'ailleurs, justement, ce que je voulais dire, on va prendre peut-être 5 bonnes minutes pour parler un petit peu du Classico, parce que ça reste un moment important de la saison. L'année dernière, on se rappelle, le Barça avait battu 2 fois le Real. Le Real prend un peu sa revanche. Juste par rapport, on va rester un peu avant de parler un petit peu du jeu, on va rester un peu sur les réactions. Bon, je vais donner un peu la parole à David, parce que Greg, t'en as déjà un peu parlé. Mais Vinicius, bon, il y a eu évidemment cette altercation, mais tu l'as vu au moment de sa sortie, voilà, comment il est vraiment pas content. Bon, déjà, il s'en va directement au vestiaire, mais avant ça,
il se dirige, enfin, bref, il regarde le coach, il lui dit mais pourquoi moi, pourquoi toujours moi, machin. Bref, il vaut mieux que je quitte cette équipe. Enfin bref, il a vraiment dit ça hein, au moment de sa sortie. Il quitte le terrain directement. Il va directement au vestiaire. Bref, c'est pas, c'est des réactions un peu bizarres. Bon après, on commence à être habitué, mais des réactions quand même un peu qui interpellent. Qu'est-ce que tu en penses, David? Bah, je partage l'analyse de Greg. C'est un problème qui est vraiment difficile à régler parce que c'est un problème de crétinerie profonde. Donc je partage complètement cette analyse. Donc un mec qui est crétin à ce point-là, c'est difficile de le raisonner, de lui expliquer que c'est pas bien ce qu'il a fait, parce que je pense que la crétinerie prendra toujours le dessus dans son cerveau. Le petit pois chiche qui tourne en boucle dans son cerveau finira toujours par prendre le dessus sur le reste. Non, et je pense que c'est quelque chose que j'avais déjà dit il y a quelques semaines, quelques mois, c'est que pour moi, ce gars-là n'aura jamais le ballon d'or à cause de ça, quel que soit le nombre de buts qu'il mettra dans une saison, quel que soit le talent extraordinaire dont il pourra faire montre sur le terrain. En plus, là, il faisait un assez bon match avant sa sortie. Très bon. Bon, il est remplacé par Rodrigo quasiment poste pour poste. Bon, t'as pas le droit de cracher comme ça sur ton remplaçant en disant je dois absolument rester, je suis indispensable à cette équipe. Non, t'es pas personne n'est indispensable à cette équipe. Et voilà, il n'a pas été assez décisif non plus, même s'il faisait un bon match. Mais ouais, cette réaction, elle est. Enfin bon, ce serait n'importe quel autre joueur, il serait sanctionné dans la minute et probablement mis en réserve pour plusieurs semaines par n'importe quel coach. On va voir quelle sera la réaction de Xabi Alonso, mais je pense qu'il n'a pas du trop aimé cette image. C'est clair. Donc ça, c'est le problème de Vinicius. En ce qui concerne Lamine Yamal, bah ouais, c'est un gosse, un sale gosse. Et effectivement, on l'a pas vu sur le match d'hier, pas plus qu'on l'avait vu face au PSG, pas plus qu'on l'avait vu dans la Ligue des Nations. Donc ça fait quand même 3 gros rendez-vous où il est très attendu et où il se présente pas. Il avait clamé qu'on lui avait quasiment volé le ballon d'or, mais bon, là, faut qu'il se rende compte de la différence de niveau qu'il y a entre lui et Ousmane Dembélé sur un match comme celui d'hier. C'est-à-dire que là, Lamine Yamal a traversé ce classico comme un fantôme. Il a fait aucune action décisive, il a perdu plein de ballons. Donc, a priori, en plus, sa vie extra-sportive commence à avoir des impacts sur le terrain. C'est-à-dire qu'à force d'envoyer des nains pour son anniversaire et de faire des trucs comme ça, il devient de moins en moins performant sur le plan athlétique. Et de sortir avec toutes les influenceuses possibles. Bon, ben voilà, il fait là, sa nouvelle copine, je crois qu'elle est, je sais plus si elle est sud-américaine ou un truc comme ça, donc il fait des allers-retours en Amérique du Sud pour passer les week-ends, enfin bon, à la Neymar, qui est son idole. Mais ça va être fini parce que je ne sais pas si vous avez vu, aujourd'hui, c'est la presse espagnole, il a déboursé 11 millions d'euros pour racheter l'ancienne villa de Piqué et Shakira. 3800 mètres carrés. Non, c'est en plus. Donc ça va être fini les allers-retours. Ouais, non, mais il a un lifestyle voilà, un peu dispendieux, un peu débile. Je pense qu'il a pris, le meilleur de Zlatan Ibrahimovic, Gérard Piqué et Neymar hein, comme modèle, c'est-à-dire le show-off. Et on verra après pour le football. De toute façon, je suis déjà le meilleur, il n'y a pas besoin de travailler. Bon, ce gars-là, il va droit dans le mur à la vitesse d'un TGV. Et alors, le contraste avec Kylian Mbappé, qui avait été quand même copieusement critiqué, y compris par nous après son départ du PSG, qui là, du coup, fait un début de saison étincelant, qui est l'un des artisans majeurs de cette victoire du Real face au Barça. On rappelle quand même que le Real n'avait pas gagné de Classico depuis 2 ans. Hein. Et que j'étais le premier à penser que le Barça était très, très, très au-dessus de ce Real-là. Alors évidemment, avec beaucoup d'absents côté Barça, hein, Lewandowski, Rafinha, Gori, comme beaucoup, beaucoup d'absents qui commencent à peser. Mais bon, là, c'était pas un grand classico sur le plan technique. J'ai trouvé que c'était pas terrible. À part le premier but refusé de Mbappé, qui est absolument magnifique, qui est refusé pour un hors-jeu invisible, enfin impossible à voir à l'œil nu, je veux dire. Bon. Mais sinon, pour le reste, c'était pas terrible. Et non, Lamine Yamal et Vinicius, ouais, on fait honneur à leur réputation, effectivement.
C'est ça. Non, voilà, pour Lamine Yamal, pour conclure là-dessus, on va pas oublier qu'il a 18 ans, hein, que c'est un gamin encore. Hein, il a 18 piges, il joue au foot et il gagne des sommes mirobolantes depuis qu'il a 16 ans. Bref, faut pas, voilà, à partir de ce moment-là, en fait, il faut considérer que, ouais, que bah, évidemment, tu es une star, etc. Et c'est vrai que comment dire, les conséquences des enfants stars, bon, il y en a qui les gèrent très bien, il y en a qui les gèrent moins bien. Et souvent, il faut avoir une famille un peu. C'est pas tant la question de solide ou quoi que ce soit, mais en fait, on a l'impression que limite le père, il a autant le boulard que le fils. Donc, bah, du coup, ça en devient compliqué, quoi. Ça en devient compliqué à gérer. On dirait qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et ouais, c'est dommage, quoi. C'est dommage. Je pense que ça pourrait être géré mieux que ce gamin, il a de l'or dans les pieds, vraiment. Il est incroyable. Quand il est vraiment concentré sur le jeu, sur ce qu'il faut, il est juste fou à avoir joué. Bon, après, oui, il a quelques problèmes de blessure, notamment en ce début de saison. Il a eu un petit peu de problème de blessure, mais sinon, il est incroyable. Il est exceptionnel à avoir joué. On le voyait. Enfin, ça fait plusieurs fois qu'on le dit ici. Là, évidemment, on critique pour les personnes qui vont venir essayer de nous attraper. Évidemment qu'on critique et c'est normal, mais il faut revoir les émissions qu'on a fait auparavant et où on dit Lamine Yamal, ça sent le Ballon d'Or pendant 10 ans, etc. Ça sent voilà, on l'a dit plusieurs fois ici aussi. Donc évidemment que là on critique parce que c'est sur le moment et c'est sur le match et c'est normal. On parle beaucoup de ce qui se passe en ce moment. Il faut rappeler ce qu'on a dit avant et ce qu'on pense réellement du joueur en tant que tel, qui est un joueur magnifique. L'un n'empêche pas du tout l'autre, c'est juste que ouais, il gâche tout son potentiel en ce moment et voilà. Et c'est vrai que faire ce genre d'interview, bon, on les a vus, hein, on a vu l'interview passer. Je sais pas si vous avez trop suivi, mais voilà, il parle voilà, que le Real que le Real vole entre guillemets ces matchs. Voilà, que le Real joue pas très bien, etc. Et que le Real vole ses matchs. En bref, ce genre de déclaration juste avant un match, il faut pas les faire. Et j'ai beaucoup aimé là-dessus la réaction. Greg parlait tout à l'heure des personnes, enfin des joueurs expérimentés dans le vestiaire pour essayer de le calmer un peu. J'ai beaucoup aimé la réaction de Rafinha, qui est donc le capitaine du Barça, quand il est présent. Hein. Maintenant, il est blessé, mais quand il est là, c'est lui le capitaine. Et j'ai beaucoup aimé la réaction. Il était sorti après de dire que voilà, il y a des choses qu'on ne dit pas. Bref, il a essayé de calmer un peu le jeu, mais bref, il n'est pas allé dans le sens de son coéquipier. Il lui a vraiment dit non, il y a des choses qu'on ne dit pas, qu'il faut garder, voilà, pour soi dans le vestiaire et tout ça. Et on va en parler. Il a dit on va en parler avec lui, etc. Donc, bref, je trouve que c'est une bonne réaction de capitaine. Donc, à voir si ça marche. Est-ce que lui aussi est un capitaine ou pas, on verra. Mais... C'est bien que tu parles de Rafinha parce que du coup, hier, on a vu à quel point il manquait sur ce genre de match et que la saison dernière, on a mis en exergue la saison de Lamine Yamal, mais on oublie tout ce que Rafinha a fait de l'autre côté du terrain avec plus de sobriété, mais beaucoup plus d'efficacité aussi, et qui a sans doute été l'un des principaux moteurs finalement de la belle saison de Lamine Yamal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une équipe de football, c'est 11 joueurs et c'est parce que tes coéquipiers sont bons que toi-même tu peux briller. Et ça, il n'a pas capté du tout cet aspect du dossier. C'est ça, c'est exactement ça. Donc voilà, bref, à voir comment. Hâte évidemment de suivre le retour de Rafinha parce que je pense que le Barça en a besoin. De Lewandowski aussi, enfin bref, il y a pas mal de joueurs comme ça, mais le Barça en a besoin. Même des gardiens, parce que bon, Chesney, il arrête le penalty, c'est bien. Mais voilà, c'est vrai qu'il est pas si rassurant que ça. Il leur manque Ter Stegen, Gavi, Rafinha, Lewandowski. Bon, ça fait trop. Au bout d'un moment, ça fait trop. Garcia surtout parce qu'il est numéro 1. Gardien, bien sûr. Non mais ouais, il leur manque. Non, mais oui. C'est ça. Donc il leur manque le gardien titulaire, le numéro 1, le numéro 2. Enfin, ouais. Il leur manque le monde entier. À un moment donné, tu peux pas t'en sortir. Et d'ailleurs, on l'a vu un peu sur le PSG. Bon, ils avaient quand même plein de titulaires blessés pendant des semaines. Bon, ils ont maintenu la barque au niveau des résultats, mais on a vu quand ils sont revenus, quand on a retrouvé l'équipe type là mardi dernier à Leverkusen, c'est pas la même limonade non plus. Hein. Ça va tout de suite plus. Non, c'est normal. Donc voilà, bref, on verra ça. Et sur le match, pour le coup, je rejoins assez clairement David. C'était pas un très grand classico. C'était un match
assez sobre. En tout cas, voilà, il y avait. Alors, je vais pas dire qu'il y avait qu'une équipe sur le terrain parce que ce serait quand même faire offense au Barça, mais il y avait surtout, on aurait dit vraiment que le Real méritait une bien meilleure victoire. Une victoire un peu plus large. Il y a eu ce fameux but refusé, mais ils se sont procuré des belles occasions. Le Barça, il y en a une autre là, comme ça, de souvenir. Il y en a une autre où Courtois a même pas besoin de faire un grand arrêt. Le joueur lui tire dessus. Je sais plus c'est qui lui tire dessus, mais bref. Il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous là-dedans. Et le Real mérite vraiment sa victoire. Donc voilà pour ce qu'on avait à dire de ce match. Si vous avez rien d'autre à dire, on peut passer à la suite. C'est bon. Ok, alors moi pareil, on va peut-être rester un petit peu de temps là sur mon flop, donc comme ça au moins c'est bien qu'on passe rapidement à la suite. Parce que mon flop, j'ai mis le début de saison du Stade Rennais qui commence à être un petit peu inquiétant, je sais pas, mais en tout cas bref, je les ai classés, enfin je les ai placés là dans le flop. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi pas mal de choses dont on n'a pas parlé en ce début de saison qui se passent à Rennes. Il y a quelques entre guillemets embrouilles dans le vestiaire. Bref, des choses qui se passent, de plus en plus de doutes autour de Habib Beye. Donc comme ça, on va pouvoir en discuter un petit peu une bonne fois pour toutes. J'aurais pu faire une grosse section Stade Rennais, mais bon, du coup, je le cale là. Ça va bien parce que du coup, ils ont perdu contre Nice. C'était hier, ouais, dimanche. Hier. Ils ont perdu, donc voilà. Donc au gros pour le bilan, pour l'instant, le Stade Rennais, c'est 2 victoires, 5 matchs nuls, 2 défaites en 9 matchs. C'est pas suffisant. Les 2 seules victoires, étonnamment, c'est face à 2 gros clubs. C'est l'OM en tout début de saison, le premier match de la saison 1-0, on se rappelle, après avec ce qui s'est passé, Rabiot, Rowe, etc. Et c'est le 3-1 contre Lyon, victoire pareil, qui est un peu arrivée de nulle part, quoi. En trompe-l'œil, ouais. C'est ça. Bref, donc c'est une 10e place pour Rennes. Pour Rennes actuellement. Ils sont qu'à 6 points de l'Europe, donc c'est pas non plus catastrophique. J'ai lu pas mal de personnes, comment dire, j'ai discuté avec quelques supporters de Rennes qui disent que pour eux, ils sont un peu à leur place, c'est-à-dire qu'il y a 9 équipes devant eux qui méritent plus. Mais du coup, c'est ce dont j'avais envie de parler avec vous. Est-ce que vraiment ils sont à leur place? 10e pour le Stade Rennais, c'est pas assez, et surtout niveau talent, quoi. C'est pas leur place. On en viendra après, d'accord, à discuter de Habib Beye. On garde la section juste pour un tout petit peu plus tard. Mais là, pour l'instant, on est d'accord que 10e pour le Stade Rennais, c'est pas suffisant. Je sais pas qui veut commencer, David, Greg, allez-y, mais ouais, c'est pas suffisant. Non, déjà pour un élément basique, c'est qu'ils ont recruté. Ils ont recruté pour jouer plus haut que ça. Donc ils ont Esteban Le Paul, Brel Mbolo, Merlin, Rongier, voilà, quand même des recrues, voilà, de joueurs qui sont censés te renforcer et non pas te faire vivre une saison encore plus galère que la précédente. Et puis voilà, Habib Beye était censé donner de l'épaisseur à tout ça. Donc on va parler d'Habib Beye après, j'ai bien compris, mais donc du coup, ouais, non, c'est une équipe qui doit jouer le top 6, top 7, qui doit jamais tomber en dessous de la 7e place, à mon avis. Et là, pour l'instant, elle est à sa place par rapport à ce qu'elle produit sur le terrain, effectivement, depuis le début de la saison. Une équipe qui produit rien. Moi, je me rappelle du tout premier match de la saison où justement, ils font un hold-up contre Marseille, mais vraiment une équipe nulle sur le plan du jeu, qui montre rien, quoi. Il se passe rien, ça se fait des passes latérales, une équipe complètement nulle à voir. Bon, voilà. Donc, je sais pas, il y a un manque d'ambition dans la qualité qui est flagrant, qui est décorrélé des moyens dont dispose le propriétaire et dont dispose ce club pour travailler. Non, justement, oui, tu as raison, on viendra juste après à Habib Beye, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur un peu tout. Même il y a quelques futurs remplaçants qui ont un peu fuité, mais encore une fois, on reste sur ce côté, c'est pas assez, et c'est bien que tu mettes un peu le doigt sur le mercato. Ils ont fait venir 4 joueurs à plus de 10 millions. Tu l'as dit, Esteban Le Paul, Quentin Merlin, Mbolo, Brassier. Ils ont pris Madi Camara à 8 millions. Ils ont pris Valentin Rongier.
Donc ils ont pris pas mal de joueurs. Il y a aussi, je crois, Frankowski, l'ancien de Lens. bien sûr. Donc non, il y a pas mal de joueurs intéressants. Mais enfin, mal de joueurs intéressants. Qui sur le papier paraissaient. Rouault aussi. Comment? Rouault. Ah oui, exact, bien sûr. Mais en défense. En défense, oui, tout à fait. Mais non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a pas mal de joueurs qui paraissaient intéressants, mais encore une fois, on peut aussi inclure le mercato de l'année dernière, parce que l'année dernière, la saison, elle est horrible aussi. Et tu prends des joueurs qui peuvent, voilà, on peut se dire, ah, mais il y a un vrai talent, ou en tout cas, il y a une vraie qualité. Et en fait, ça devient vite des flops à Rennes. Ouais, Greg, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu me dis là-dessus? Qu'est-ce que j'en pense? Je suis d'accord qu'ils ne sont pas à leur place en termes d'ambition. Après, en termes de jeu, je suis d'accord qu'ils le sont. Pardon. Moi, ce qui m'étonne, c'est vraiment les 2 défaites, en fait. C'est-à-dire, quand tu vois la saison, tu te dis, tu vois, l'OL est à 3 défaites. Donc, l'OL a plus de défaites. Le problème, c'est qu'en fait, ce qui les tue, c'est les matchs nuls. Donc, au final, ils ont pris 5 points en 5 matchs sur les nuls. Et voilà, sur 9 journées, donc c'est trop peu. Mais Quand tu ajoutes que l'une des 2 victoires, c'est un hold-up, ça commence à faire un bilan quand même bien dégueulasse, quoi. Quand tu as 5 nuls, 2 victoires, dont un hold-up et 2 défaites, bon, en fait, c'est que tu as une équipe en bois, quoi. Et le hold-up, tu parles de Marseille ou Lyon? C'est un peu Marseille, le premier match face à Marseille. Lyon, c'est pas loin des. Pas un hold-up, c'est un peu fort. Mais Lyon, ça s'est joué. Il y a eu beaucoup de. Déjà, le rouge non sorti sur Mera. Après, il y a la faute de Morton qui est idiote et où il prend un rouge. Et sans ça, ils ne reviennent pas, tu vois. Donc, voilà. Mais moi, étonnamment, je trouve qu'ils essayent de faire des choses. Notamment hier, la deuxième mi-temps, elle est bonne, je trouve, dans le contenu, mais ils n'arrivent pas à marquer. Après, je pense sincèrement qu'ils se sont trompés sur le mercato parce que je pense sincèrement qu'aller chercher Le Paul et Mbolo, pour moi, c'est pas du niveau de Rennes, sincèrement. C'est pas une équipe comme Rennes. Le Paul, c'est un bon joueur, il est formé à Lyon en plus, mais il n'a rien fait, quoi. À Angers, il fait 6-7 bons mois à Angers, il fait une belle saison à Angers, mais c'est tout, quoi. Le gap est un peu compliqué. Et puis Mbolo, on va pas se mentir, personne n'en voulait, donc Monaco voulait s'en débarrasser. Il y a eu des rumeurs un peu aux 4 coins de l'Europe, mais ça n'a jamais abouti. Donc au final, ces 2 attaquants. Alors oui, Mbolo a des références, mais bon, il était en fin de course, même si avec la Suisse, il est très bon. Et puis Le Paul, c'est un joueur, ça doit être un mec que tu dois aller accompagner, quoi, tu vois. Bien sûr. Voilà, en attaque, oui, tu as perdu Kalimundo. Oui. Voilà, les Rennais le critiquaient, mais il marquait ses buts. C'est ça. Mais je pense qu'il pourrait faire bien mieux en attaque. Le problème aussi, c'est l'attractivité. C'est-à-dire que même si tu as les moyens de recruter des joueurs meilleurs que ça, qui c'est qui a envie d'adhérer au projet du Stade Rennais. Voilà. Quand le salaire suit. Moi, je pense que l'attractivité, c'est pas. Enfin, l'attractivité avec les grands joueurs, oui, mais l'attractivité avec des joueurs, on va dire. Je sais pas, moi, il y en a plein des joueurs à aller chercher en première ligue. Tu peux essayer d'aller chercher un attaquant. C'est quand même une équipe qui a jamais mis un orteil en Ligue des Champions, donc pour aller motiver des vrais bons joueurs à venir là, c'est pas évident non plus, quoi. Ouais, mais bon, moi je pense que tu sais, avec l'argent, malheureusement, aujourd'hui, c'est le business, donc avec l'argent, on fait beaucoup de choses. Après, ils vont pas ramener Mbappé, ça, j'en suis conscient. Mais je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire. Et petite question, enfin, moi après, je sais pas, hein, c'est peut-être ça les prix, etc. Je sais pas. Mais je trouve qu'ils surpayent un peu trop aussi leurs joueurs. Ouais, pour le coup, c'est vraiment une. Ouais, mais ça, Ok, c'est ils ont leur problème. C'est même plus à. Voilà. Mais je suis d'accord qu'il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau pour avoir ces salaires-là. Je suis totalement d'accord. Voilà, niveau salaire, bon, on parle beaucoup du salaire de Fofana, hein, ces derniers temps. Mady Camara aussi qui prend beaucoup, des gens comme ça. Mais même, je veux dire, même en salaire pur, en transfert pur, je veux dire, etc. On dit souvent que la Ligue, enfin, qu'il n'y a plus beaucoup d'argent en Ligue 1, etc. Alors oui, ok, les dirigeants et la famille Pinot, etc. Bon, ils ont les moyens, évidemment. Mais quand tu dois maintenir un certain bilan, etc., ça reste compliqué, je trouve, de claquer des 20 millions sur Seko Fofana, des 15 millions sur Brice Samba, alors qu'ils ont déjà 30 ans les deux. Enfin, je pense qu'il y aurait eu des trucs plus intelligents à faire. Et là,
Là, pour moi, il y a... Non, mais il n'y a pas trop de vision. Il n'y a pas trop de vision. Voilà. Et puis, il n'y a pas d'ambition. Par exemple, Marseille, il y a eu 50 plans Ligue des Champions depuis que McCourt est arrivé. Donc, plan à 3 ans, plan à 4 ans, plan à 5 ans, machin. À Rennes, on n'a jamais entendu parler de ce genre de stratégie à 3 ans ou à 4 ans. C'est toujours, je prends un entraîneur, je le vire au bout de 6 mois, je change les joueurs en lié au mercato d'hiver parce que ça me convient pas. C'est pas du boulot, quoi. C'est n'importe quoi ce qui se passe à Rennes, je trouve. Depuis, C'est clair. Sur Rennes, ça me fait penser à un laboratoire. Alors qu'à Rennes, on rappelle quand même qu'ils ont formé et vendu à la va-vite des Kamavinga, Ousmane Dembélé. Il y a quand même eu du très 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 beau linge. Désiré Doué, ouais, excusez du peu, il y a quand même eu du très 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 beau linge. Même Doué, qui fait une grosse saison avec Strasbourg. Doué, voilà. Et au lieu de s'appuyer sur ce centre de formation, et c'est un club au lieu de s'appuyer là-dessus doit sur ce centre de s'appuyer sur formation ses joueurs. exceptionnel, au lieu de faire ça, ils font n'importe quoi. C'est un peu comme Marseille il y a 10 ans, qui avait un super centre de formation, qui faisait jamais sortir un joueur de son centre de formation dans l'équipe première, et qui achetait à prix d'or n'importe qui, parce qu'il y avait encore l'aura de la marque Cohen à l'époque qui brillait encore. Ça me fait un peu penser à ça, et Rennes fait n'importe quoi. Après, il y a Meïté, il y a, comment il s'appelle, Diawy Cissé, eux, ils jouent, donc c'est bien. Diawy Cissé, les joueurs formés au club, ils ont quand même gagné la Gambardella cette année, Rennes. Donc, non, mais ça reste. Mais c'est justement, je pense que c'est ça dont David. Mais il faut qu'ils s'en servent plus, ouais. Voilà. Bon, bah, du coup, ça, on est d'accord. Mais déjà, on parlait d'attaquants, moi, après, avant, mais c'est eux aussi qui forment Ablin, je crois, de Nantes. C'est eux, il est formé là-bas, si je ne me trompe pas. Peut-être, ouais, je ne sais plus. Il me semble. Terrier, il n'est pas formé là-bas, on est d'accord. Non, qui? Terrier. Martin Terrier. C'est pas un Lyon à la base, non? C'est de la non, Lyon, il est arrivé. Non, mais je sais plus d'où il est formé, mais pas là-bas. C'est possible, je m'en souviens plus. Mais bon, non, mais voilà, enfin bref, c'était juste pour dire que je pense qu'on est à peu près d'accord sur le côté centre de formation, bref, qui mettent pas assez en valeur. Tout ça, encore une fois, comme je l'ai dit, pour aller chercher j'ai parlé de Brice Samba, Sékou Fofana, eux aussi, on va en parler. Mais quand tu vas chercher un attaquant Fourouachi à 12 millions, alors que pareil, il a 30 ans au Celtic. Ça, c'est un peu différent parce que là, vraiment, c'était l'année dernière où Frédéric Massara est arrivé et il a tout changé. Donc là, cette année, ils ont vraiment tout, ils ont fait table rase du passé où Massara, ça a été. Voilà. Et même là, sur cette année, c'est pas ouf, quoi. Mais je trouve que tu payes aussi un peu. Tu vois, ça fait 2 saisons que c'est. Par exemple, ces 2 derniers instants, c'était cata. Et je trouve, voilà, tu le payes là aussi. Quand tu mets autant d'argent, encore une fois, tu fais pas des plans d'une saison, souvent. Tu fais des plans sur plusieurs saisons. Et quand tu as un projet, comme dit David. Quand l'année dernière, en transfert, tu fais venir pour 150 millions d'euros. Rennes, on n'en parle pas assez. Je trouve qu'on n'en parle pas assez pour le montant que c'est. On parle souvent de la Ligue 1. Après, ils ont l'avantage de très très bien vendre aussi, notamment cet été, ils ont très bien vendu. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est des joueurs qui n'ont pas le niveau, quoi. Voilà. Un mec comme moi, je l'adorais, je ne sais même pas où il est, je crois qu'il est au Genoa. Albert Grönbaek, qui avait fait un super match contre l'OL, et je me suis dit, putain, un super pioche, un des meilleurs joueurs du championnat norvégien, je crois, ou danois, je ne sais plus. Lui, c'est pareil, il a disparu de la circulation. Ça, je crois qu'il est prêté avec option d'achat au Genoa, il me semble, c'est ça. Ouais, c'est ça, au Genoa, mais tu vois, c'est des joueurs comme ça. Alors après. Mais il y a un problème dans ce club, quoi qu'il a. Je trouve que le mercato était intéressant. Après, c'était des joueurs effectivement pas très sexy, mais je trouve que Stéphane Le Paul, Brelem Bolo, Valentin Rongier, c'est des bons choix. Moi, je trouve que c'était un bon mercato. Le problème, c'est que c'est des demandes, je pense, spécifiques de l'entraîneur, mais derrière, on voit pas le collectif huilé nulle part, ni en attaque ni en défense. Mais après, ça rejoint juste ce qu'on a dit. Il y a quand même 16 joueurs qui sont partis. Il y a 16 départs du Stade Rennais, donc il doit y avoir une bonne dizaine d'arrivées. C'est compliqué de construire sur la longueur avec autant de changements, avec autant de turnover. On a beaucoup critiqué Marseille là-dessus. Je sais pas pourquoi on le ferait pas pour Rennes. C'est compliqué de construire sur la longueur avec autant de départs, autant de mouvements. Il y a des joueurs qui sont démotivés, qui partent parce qu'ils sont démotivés aussi. Par exemple, Christopher Wu, le défenseur, jeune talent du Stade Rennais. Les mecs qui partent comme ça alors qu'ils devraient rester au moins 1 ou 2 saisons, s'adhérer et faire partie du projet. Donc, au niveau de la gestion de l'effectif, il y a un problème. Je ne sais pas qui en est le responsable, mais ouais.
le responsable, mais il y a clairement un problème. Non, il y a un gros souci à Rennes, c'est clair. Voilà. Donc bref. Il y a un gros souci. Maintenant qu'on s'est rapidement occupé du mercato, un peu du jeu, etc., comme tu as dit, c'est compliqué. On revient rapidement un peu à Habib Beye. Bon, ce qui a circulé dans ces derniers temps, c'est qu'il y a eu quand même pas mal d'embrouilles dans les vestiaires. Il y a une petite embrouille qui vient d'un match, enfin d'un moment bien précis, ce qui s'est passé à Lens il y a quelques semaines. Il me semble, dans mes souvenirs, je crois que Lens était réduit à 10. Et en gros, à la 28e minute, il fait sortir Diaoui Cissé, bon, Greg en parlait tout à l'heure, mais qui était censé être le joueur avec lequel tu allais construire cette année, etc. Machin. Bref, il est sorti dès la 28e minute au profit de Moussa Altamari. Altamari, ouais. Pardon. Et bref, et en gros, le groupe n'a pas du tout compris, donc il y a eu quelques explications. Et Lens avait un rouge en plus. Comment ? Lens a pris un rouge par Grady à la, je crois, 2 ou 3e minute. Voilà, c'est ça, c'est ce que je disais. Lens était à 10. Et en gros, ensuite, dans les vestiaires, donc il y a eu mal de joueurs qui comprenaient pas trop. Enfin, Samba et Fofana, il y a eu une petite embrouille. Il y a aussi Rongier avec qui ça discutait pas mal. Atbauer qui est maintenant à Lyon. Bref, où c'est pareil, ça comprenait pas trop les consignes du coach, etc. Donc il y a eu pas mal de choses qui se passaient autour de Habib Beye. Et avant du coup d'en venir à ses potentiels remplaçants, pareil, je te donne la parole à toi, Greg, là, pour commencer. Il commence à y avoir quelques doutes. Les doutes sont, sont logiques là, à avoir sur Habib Beye. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, je pense qu'au bout d'un moment, prochain match c'est à Toulouse. Donc c'est mercredi, parce que c'est un multiplex. Je pense que déjà le match à Toulouse est comme un match coup près. On sait que sa situation elle est fragile. Hein. Il y a certaines rumeurs d'entraîneurs. Moi, je vous le dis gros comme une maison. Je n'ai pas d'infos, hein, mais je sens gros comme une maison. Il y a un entraîneur qui s'est fait virer aujourd'hui de la Juventus. Et je ne sais pas pourquoi, je sens gros comme une maison que Rennes va aller dessus, qui est Igor Tudor. Donc Habib Beye est en difficulté. Moi, j'ai du mal à voir sincèrement comment il peut s'en sortir, même s'il gagne un match, même s'il gagne à Toulouse. J'ai du mal parce que j'ai l'impression vraiment que le groupe, il n'y a pas une cassure, le mot est un peu fort, mais il y a un début on va dire, d'altercation. Alors, on n'a pas toutes les infos, hein, bien évidemment, on n'est pas dans le vestiaire, dans les secrets du vestiaire. Mais quand tu vois que Rongier se plaint, après quand tu entends que Fofana, ça va pas, Samba, c'est pareil, au bout d'un moment, c'est des joueurs cadres, c'est des joueurs qui ont les plus gros salaires. Et au-delà de ça, si tu en as un, ok, si tu en as deux, ok, mais si tu commences à en avoir 3, donc peut-être que c'est des rumeurs infondées, hein, bien sûr, mais au bout d'un moment, je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu et je pense qu'Habib Beye, sa place est quand même bien remise en cause. Ouais. Ok, très bien. Justement, pour le remplacer, tu parlais d'Igor Tudor. Ces derniers temps, j'ai vu qu'il y avait quelques noms aussi qui plaisaient un peu, qui plaisaient bien à la famille Pinot. Philippe Clément, on l'avait vu à Monaco notamment. Wilfried Nancy, qui a été champion avec Columbus, je crois, en MLS, il y a quelques temps. Et sinon, il y a Laurent Blanc, pour un potentiel retour, lui aussi qui avait circulé du côté de Monaco. Greg nous mentionne maintenant Igor Tudor, pourquoi pas. Comment ? Thiago Motta qui a un peu été sondé, il me semble. Et Thiago Motta, tout à fait. Pareil, qui lui est libre en ce moment. David, est-ce que, déjà, première question, est-ce que pour toi, Rennes devrait changer d'entraîneur, ou est-ce que c'est trop tôt ? Et si oui, tu pencherais pour quel nom ? Quel nom bref, est-ce qu'il y a un nom là dans ma liste que tu aimes bien, ou est-ce que non ? Si la décision est prise de changer, le plus tôt sera le mieux, parce que la saison après, tu peux vite t'enfermer dans des problèmes de vestiaire, etc. Et ça peut pourrir, ça peut dégénérer. Et en plus, s'il y a un coach qui arrive maintenant, il peut avoir la main sur le mercato d'hiver, parce qu'on sait que c'est une équipe qui n'hésite pas à dégainer le mercato d'hiver. Donc, ce serait l'occasion de faire un vrai projet d'une demi-saison, mais en recrutant le mercato d'hiver. Et puis juste pour dire, ils sont qu'à 6 points de l'Europe. Ouais. Il n'y a rien de perdu en plus, donc c'est l'occasion de redresser ça là.
peut-être que Habib Beye peut redresser la barre s'il a la pleine confiance, les pleins pouvoirs et tout le vestiaire derrière lui. Mais bon, d'après ce que tu racontes, ça semble pas être le cas. Donc, si on doit en choisir un nouveau, je pense que tout dépend si tu as un projet à court terme, tu cherches un pompier, si tu veux construire sur le moyen long terme. Si tu cherches un pompier, le profil Igor Tudor me semble parfaitement adapté, effectivement. Il a démontré à Marseille qu'il impulsait une énergie à ses joueurs, à son effectif, notamment en défense et en contre-attaque, qui est très intéressante. Si tu veux construire et redorer par la même occasion l'image du club, tu pourrais te laisser tenter par un profil à Laurent Blanc, évidemment un très grand nom du football français. Je pense que c'est un peu Habib Beye en mieux, Laurent Blanc, en termes de name dropping. Après, voilà, ça dépend si lui-même se sent motivé à l'idée de reconstruire un projet au Stade Rennais, parce qu'évidemment, je pense pas qu'il a envie de s'embarquer dans une demi-saison galère et repartir en 6 mois. Donc, faut voir les discussions entre les différentes parties. Je crois un peu moins aux pistes Clément. Wilfried Nancy, je connais pas du tout. J'ai vu ce nom passer comme vous tous, mais je crois pas trop au profil de Philippe Clément, parce que c'était quand même un échec, son passage à Monaco. Passage éclair. Donc, je pense que ça se joue entre Igor Tudor et Laurent Blanc. Tu m'as pas l'air convaincu par les noms, David. Tu m'as pas l'air. Ça te plaît pas tant que ça? Si, mais faut voir le projet global, parce que si c'est juste remplacer un terrain par un autre, on se rappelle que Sampaoli, c'est un énorme flop. Est-ce qu'un Adi Hutter serait pas aussi une bonne idée? Mais je sais pas s'il est prêt à reprendre un club, mais why not? Il connaît la Ligue 1, il parle français, bon. Ouais, peut-être. Parmi les noms là qu'on a cités, Greg, est-ce que tu verrais un Moi, je le vois gros comme une maison tout d'or. Ouais, tu dors. Ouais. Mais j'ai pas d'infos, hein, mais je le vois, je sais pas, il était à Marseille. Oui, je suis d'accord. J'ai l'impression que les Marseillais, les anciens coachs de l'OM, il y a une passerelle comme avec Sampaoli, tout ça. Donc, je sais pas, je le vois gros comme une maison, comme je dis, donc il connaît la Ligue 1. Je pense pas que c'est quelqu'un qui, de toute façon, à la Juve, il savait même pas en début de saison s'il allait rester. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui maintenant est costaud dans la tête. Donc, il est prêt, si bien sûr il veut. Hein. Mais psychologiquement, je pense qu'il n'y aura pas de souci pour passer. Hein. Il a bien vu qu'à la Juve, c'était compliqué. Bon, de toute façon, de base, comme je l'ai dit, c'était pas quelqu'un qui devait être là. Pour moi, c'est plus une erreur de casting, même s'il a quand même bien sauvé la Juve en fin de saison dernière. Sauver, un grand mot, on va dire, il a sauvé les meubles, sauvé ce qu'il fallait, mais la Ligue des Champions. Mais au-delà de ça, ouais, je le verrais bien. Ok, très bien. Ce qui est certain, c'est que Igor Tudor, il mettrait tout le monde au boulot, quoi. Ça leur ferait pas de mal, je pense, aux Rennais de se mettre un peu au boulot, de courir un peu plus sur le terrain. De se faire un peu secouer. Même à effectif constant, hein, même sans faire de retouches pour l'instant, je pense qu'il les mettrait vraiment, leur mettrait les piles, quoi. Ah oui. Et puis. David a marqué un point, c'est que contrairement à 90% des autres clubs français, le Stade Rennais aura pas de mal à recruter cet hiver. Donc, tu prends un entraîneur, demain, tu as Fonseca qui part de l'OL. Par exemple, Tudor arrive. Ça sera difficile de recruter. Il aura un joueur, voire deux grands max, et il en perdra un, voire deux, voire même plus. Là, au moins, tu sais qu'à Rennes, tu vas pouvoir vendre, ok, mais tu vas pouvoir aussi recruter cet hiver et commencer à construire un projet. Maintenant, comme on a dit, il faut voir, quoi. Je pense que les Rennais en ont marre d'un entraîneur qui vient pour 5 mois, qui derrière, c'est compliqué, il part. Ils ont envie de faire quelque chose. Mais en tout cas, au moins, il aura les mains libres, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, financièrement, il n'y aura pas de souci pour recruter, quoi. Bien sûr. Ok, très bien. Mais écoutez, on peut passer à la suite. On a fait un peu le tour sur Rennes. On a fait bien long, mais bon, ça comme d'habitude. Avant de passer à la suite, donc, qui sont nos pronos pour la saison NBA. Greg, je crois que tu voulais nous parler un petit peu d'un petit chiffre que tu avais retenu. Tiens, je vais donner la parole là-dessus. Un petit chiffre que. Oui, je ne sais pas ce qu'il a gagné, mais je suis vraiment
je suis lèche-botte du présentateur. Parce qu'on va parler d'un autre Portugais, le Cristiano Ronaldo, 950e but en carrière avec Al Nasser. C'est exceptionnel. On parlait de Vinicius, non plus maintenant, parce que pour moi, sa carrière, je crois qu'il a 24-25 déjà. Mais on parlait de Lamine Yamal. Lamine, si tu veux en être au même point que lui, alors lui, c'est un extraterrestre. Mais bon, au-delà de ça, si tu veux, entre guillemets, marcher sur ses traces, il faut tout changer, quoi, parce que lui, il a une attitude, même s'il est quand même, maintenant moins, mais il était quand même sacrément un but de sa personne, du moins sur le terrain. Mais bon, il n'y a jamais eu de vraie vague sur lui, de problème ou quoi. Parce que tu peux être un peu un but de ta personne, comme Mbappé, tout ça. Mais si tu réponds sur le terrain et si derrière, après, il n'y a que ça va, quoi. Voilà, il faut bien son caractère pour faire sa carrière. Ou Messi, qui n'a jamais eu trop de problèmes, ou du moins, c'est peut-être pas sorti, mais voilà. Donc Ronaldo, 950e but avec Al Nasser, incroyable. Je sais bien que ça fera grincer des dents certains Portugais, mais encore titulaire en équipe nationale. Voilà, même s'il faudrait peut-être passer le relais, mais bon, il marque quand même ses buts. Oui, donc voilà, donc c'est prodigieux tout simplement. Il y a rien d'autre à dire. Non, c'est colossal. Bon, de toute façon, il visait la Coupe du Monde 2026. Il y sera, s'il n'y a pas de blessure, s'il ne se blesse pas. Je pense que, je ne le connais pas personnellement, mais je pense qu'à mon avis, il ne peut pas arrêter sa carrière sans aller chercher les 1000. Non, je suis d'accord avec toi. Ça, pour le coup, je suis complètement d'accord. Pour moi, c'est obligé. C'est clair. Et puis, comme il disait par rapport à Pelé, lui, ses buts sont filmés et on peut revoir tous ses buts. Ça, cette phrase, elle était quand même incroyable. Elle va être longue, la compile. Elle va être longue, la compile, oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, ouais. Non, mais je suis d'accord. Et franchement, peu importe n'importe quel jeune joueur, s'il y a un joueur de qui tu peux t'inspirer, en tout cas sur le côté, comment dire, état d'esprit. Abnégation. Voilà, et abnégation sur le terrain, ça, c'est. Hygiène de vie, discipline, exemplarité en termes à l'entraînement, hygiène de vie, tout ça. 40 ans, c'est extraordinaire. De toute façon, il n'y a pas de secret. Quand tu vois les plus grands joueurs ou même les plus charismatique, parce que par exemple, je mets un Ibrahimovic dans le lot, alors qui n'a pas gagné la Ligue des Champions, tout ça, mais Messi, Ibrahimovic, Ronaldo, je suis désolé, mais leur hygiène de vie, il n'y a aucun souci, quoi. Voilà. Et les mecs, voilà, ils sont là. Mbappé, il est dit tous les soirs à 21h aussi. Hein. C'est des mecs qu'on. Ouais, Mbappé, même à Lens, j'ai l'impression que son hygiène de vie est vraiment stable. En ce moment, il marche sur l'eau en plus. Haaland, il passe ses vacances à aller couper du bois en Norvège à la hache. Donc, ouais, je pense que c'est pas mal. Mais je l'avais vu en boîte de nuit, j'avais vu des photos en boîte de nuit. Il a aussi vu les métiers en boîte de nuit, Haaland, c'est encore un autre profil. Oui, mais bon, de la tête, déjà, ils font pas de vagues, en fait. Tu vois, tu entends pas. Voilà, ils vont être en boîte de nuit. 40 ans, j'ai juste un mot à dire, c'est 40 ans, quoi. Le reste, c'est exceptionnel. Non, mais c'est exceptionnel, vraiment. Non, c'est impressionnant. Oui, non, je suis d'accord, il ne s'arrêtera pas avant les 1000. Non, je suis bien d'accord, il ne s'arrêtera pas. Il faudra 2 saisons pour passer les 1000. C'est ça, ouais. Bon, après, Al Nasser, ouais, il est sur un petit rythme d'une vingtaine de buts par saison. Donc, en Ligue des Nations, il marquera ses buts. Donc, ça lui en fera quelques-uns. Après, Al Nasser. Après, il y a la Ligue des Champions asiatiques aussi, il ne faut pas oublier. Alors, je ne sais pas si Al Nasser est qualifié, mais en tout cas, au-delà de ça, ouais, il marquera ses buts, je pense. C'est ça. C'est ça, ouais. Il lui en manque, du coup, il lui en manque 50 pour aller chercher les 1000. Ok, très bien. Peut-être plutôt 3 saisons que 2, effectivement. Mais bon, ça va le faire. Ça dépend, non, mais je crois que encore une fois, il est sur les bases. Alors, je vais regarder, mais il me semble que j'avais vu ça. 20 buts par saison. C'est ça, ouais, sur les 20 buts par saison. Il a mis 25 buts la saison dernière. Dans le championnat, dans la saison. Il est à combien à TTC? Attends, TTC, il faut rajouter avec le Portugal. Donc, Portugal, 5 buts. Al Nasser, 25. Donc, ça doit faire t'ajoutes les coups, machin, 33 par saison. C'est pas mal. 33 en 2 saisons, c'est Là, il est à. Après, il peut commencer à changer la retraite, mais je pense qu'il n'est pas prêt. Là, cette année, là, il est à 7 buts en 8 matchs.
avec Al Nasser. D'accord. Avec Al Nasser, ouais. Toujours le même rythme. Ouais, c'est fou. Donc, Ah oui, non, l'année dernière, je crois qu'il en marque. L'année dernière, je crois que c'est 25 en 30 matchs de championnat. 25 La saison d'avant, c'est 33 matchs, 33 buts. 25 en 30 matchs de championnat et 8 en 8 matchs de Coupe d'Asie. Voilà. Ouais. Merci. Ouais, donc, après, je ne sais pas s'ils sont qualifiés sur la Ligue des champions asiatiques cette année. Ouais, je sais pas non plus. Mais au-delà de ça, c'est exceptionnel. Non, mais c'est fort. Alors oui, c'est vrai que c'est en Arabie Saoudite, donc bon, on en a parlé plusieurs fois, mais bon, bref, ça, il force. Et en plus, pour le coup, comme l'a dit Greg, alors oui, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut discuter. Notamment sur le fait, forcément, à 40 ans, tu vas pas faire les mêmes efforts que n'importe qui pour revenir défendre, etc. Et quand tu joues contre des équipes de très haut niveau, avec la sélection, etc., c'est ce qu'il faudrait faire. Il faudrait des joueurs qui sont capables de faire les efforts tout le temps sur 90 minutes. C'est moins le cas de CR7, mais ses buts, il les marque et ça reste super impressionnant. Contre n'importe qui, Ligue des Nations, machin, en fait, ouais, il est là, il marque ses buts et il n'y a pas de souci, quoi. Et ça reste assez impressionnant, que ce soit en club ou en sélection, il continue sur le rythme, donc c'est très fort. C'est très fort. Ok, écoutez, très bien.